Alors je suis désolée, mais je suis aveuglée par la lumière qu'elle a. Ah, ça c'est mieux ici. Bien, ben, bonsoir. Merci d'être venu à cette soirée les vendredis de Crocanime. Donc, ce soir, on va vous présenter Patrick Hernandez, qui va vous parler de comment on fait les clips, comment tu prends... Voilà, enfin, en tout cas, il va nous parler de comment éventuellement tu recrutes les jeunes. Je peux aussi, c'était pas prévu. Non. Et puis, y a-t-il des jeunes à la salle? Y a-t-il des jeunes à la salle? Oui, il y a des jeunes à la salle. Voilà, exactement. Avec donc Thomas Guérigaine, qui a fait plusieurs clips, vous allez voir ce soir. Et à côté, je ne sais pas qui c'est. Thierry Ardillet, scénariste infographiste. Voilà. Donc on va commencer de suite. Je vous souhaite une bonne soirée, puis on se retrouve tout à l'heure. Je pense qu'on aura un temps pour éventuellement poser des questions. Oui, est-ce que c'est après ou éventuellement pendant? Comment? Donc bonjour. Donc elle m'a piqué mon intro parce qu'elle a fait la présentation. Donc je vais par contre juste vous dire comment ça va se dérouler. Ça sera donc assez simple. On va quelque part aborder l'animation que nous avons produite au sein de Bagheera et de Bag & Film, qui sont deux structures, un peu à travers la filmographie de Thomas Guérigaine, puisque c'est avec ce réalisateur que nous avons produit quelque part le plus d'animation. Donc à chaque fois, on va présenter un projet, je vais dire un petit mot pour présenter le projet, on va lancer le projet, comme ce sont des clips ou des courts-métrages, donc c'est assez court. Et après, Thomas va pouvoir un peu expliquer les techniques employées. Et quand Thierry, qui a travaillé assez fréquemment sur ces projets, pourra aussi lui rajouter donc un peu son point de vue, voilà, sa participation. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pourrez donc poser des questions. Et après, on passera au projet suivant. Et pour certains projets, nous avons des petits making-of qui montrent un peu comment le film s'est fabriqué. Alors, avant qu'on parle de la filmographie de Thomas, donc nous, au tout début, il y avait Matador Film qui faisait aussi bien du clip et de la fiction. Et on avait commencé déjà à produire de l'animation avec plusieurs clips pour Warner. Et on avait travaillé avec des réalisateurs, Thomas Timan, Julien Dandon, et on avait fait des clips pour le groupe de rock Blancas, et pour Watcha, et pour ACWL. Et je vais vous lancer juste un premier clip. Sur la pluie de tes doigts, je pourrais retrouver le coup passé, les années qui sentaient le danger. Je ne sais pas quand, mais je verrai venir cet instant. Je veux te parler de tout ce qu'on a oublié. Retrouver ta voix qui m'emmenait souvent loin de moi, qui déchirait les nuits où l'on faisait n'importe quoi. Reste avec moi. Reste avec moi. C'est le label Warner, et ça avait été donc réalisé par Thomas Timan et Julien Dandon, qui depuis ont enchaîné beaucoup en films publicitaires. Donc là, je vais aborder que très brièvement la technique, puisque donc, les graphistes ne sont pas là. Donc là, pour aller dans le sens de Sylvie, je vais juste dire comment on avait recruté ces réalisateurs. Mais ils venaient tout juste de sortir de l'école. J'avais pu voir une sorte de court-métrage, clip de fin d'études, et leur travail m'avait plu. Et c'est comme ça que je les ai contactés. Et du coup, quand on a eu cet appel d'offres de Warner, on a présenté un scénario, et souvent, comme dans le cas de l'animation, en tout cas pour des clients en film publicitaire ou en clip, l'animation, ça peut des fois soit faire un peu peur, donc il faut donner confiance, et donc on a été obligé de faire une petite animatique. Donc quelque part, on a fait un peu le clip, pas en entier, mais on a fait une petite partie du clip un peu simplifiée, pour pouvoir leur montrer quel serait le résultat. Et là, ça leur avait donné confiance, et après du coup, ils nous ont donné carte blanche. Et donc, ce clip-là, nous l'avons tourné dans un studio en fond vert. Et après, donc, il y a eu toute la partie post-production en animation 2D, voilà, principalement After Effects, Photoshop. Et après, on a pu enchaîner avec un autre clip l'année suivante pour le même groupe.
groupe et pour d'autres clips pour ce même label. Voilà. Et donc maintenant, on va venir à Thomas. Donc juste, Thomas, je l'ai rencontré il y a maintenant 14 ans. Et donc lui, il ne sortait pas de l'école, il va nous raconter son parcours. Et donc il est venu me présenter un projet, Clonox. Et donc Clonox a été le début de cette longue collaboration, voilà, ensemble. Donc, je te passe. Bonsoir, merci d'être venus, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. En fait, moi j'ai un passé de... Pendant 15 ans, j'ai été model maker. Alors, model maker, c'est un mot un peu barbare. En fait, je faisais un peu des effets spéciaux pour la photo, des objets. Je fabriquais des objets un peu spécifiques pour des photos, donc souvent des maquettes ou des sculptures ou des choses comme ça. Et je faisais aussi du décor. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans, et ce qui fait que je suis arrivé à l'animation, qui était une passion depuis longtemps, par la maquette et donc forcément par la marionnette. Et comme j'étais aussi fan de gens qui font de la marionnette en direct, comme les Jim Henson, du Muppet Show, ou Jerry Anderson qui faisait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les Thunderbirds, j'ai eu cette idée de faire ce court-métrage dans cette technique, c'est-à-dire c'est pas pour Sylvie, elle est où Sylvie? Elle se cache. C'est pas vraiment de l'animation, elle ne considère pas ça comme de l'animation. Moi, oui. Donc c'est des marionnettes qui sont filmées en direct devant la caméra. Voilà, et donc c'était avec ce court-métrage que j'ai rencontré Patrick, et là on va vous le projeter. Je tiens à dire que donc il a plus de 10 ans, et il a une espèce de revival américain, états-unien en ce moment, c'est-à-dire que les États-Unis, je suis allé à New York en fait en octobre dernier, où il était sélectionné à un festival de marionnettes, et depuis ça fait là en ce moment je suis au festival d'Atlanta, et il y a aussi mercredi il était projeté à Los Angeles aussi. Donc, voilà, il y a une espèce de deuxième carrière sur le tard. On va vous lancer le petit film pour pouvoir le découvrir. Le plus dur sur ce court-métrage, c'était qu'il a été tourné en Super 8, et du coup on n'avait aucun retour d'image. Donc il a fallu attendre le développement pour savoir ce qu'on avait tourné, quoi. C'était un peu rock'n'roll. Mais bon, ça donne une très belle image, et le fait que ça se soit tourné en Super 8 a donné quelques soucis. Aussi Thierry, donc, qui s'est occupé des... Il y a quelques effets numériques quand même, je suis pas sympa. Bonsoir, bien oui, comme je montais le film avec Thomas, je pouvais aussi, tant que j'y suis, retoucher, truquer, et donc j'ai pu, par exemple, quand on voit, il y a un plan où il y a toute une ribambelle de personnages, de soldats les uns à côté des autres, en fait, il en a tourné qu'un ou deux, que j'ai multiplié. Et le problème du Super 8, c'est que, il y a un grain monstrueux, et que deux, la caméra, c'est une caméra assez primitive, et que la caméra n'est pas fixe. Elle arrive toujours devant la fenêtre pour être obturée, mais elle bouge tout le temps un petit peu. Et donc, qu'est-ce que vous voulez traquer quand il y a un gros point, comme le bras, ou faire des caches
avec une lumière qui tremble en permanence. Donc ça c'était un peu compliqué, mais c'était plus de la retouche, à part cet effet de clonage, on dira, c'était plus de la retouche qu'autre chose. Vous pouvez des fois ajouter des petites... Vous multipliez les chars, parce qu'il n'y a peut-être pas autant de chars à l'image qu'il y en avait dans réalité sur le tournage. Et donc en prenant un, en le déplaçant, en le détourant et en le décalant dans le temps, on peut multiplier les chars comme ça, pas à l'infini, parce qu'il y en avait quand même à plusieurs échelles. Il y avait des très grands chars, des moyens chars et des tout petits chars pour les voir sur des prises de vue en plongée, en très haute altitude. Donc voilà, et puis ça fait longtemps, je ne me rappelle plus toutes les retouches que j'ai fait dessus, mais c'était assez... Je crois que tu as dit le principal, en fait, ce qui était dur, c'était que voilà, il y avait un grain sur l'image et dès qu'on retouchait, ça se voyait. Plus l'image est primitive, plus elle est compliquée à retoucher, à manipuler. Donc, voilà, et donc là, je vous ai apporté une relique, donc une des marionnettes. Et en fait, donc, dans cette marionnette qui était animée par des petites tiges au niveau des bras et tout ça, en fait, dans la tête, il y a des petits servomoteurs. Et avec une radiocommande, on pouvait bouger la bouche et les yeux. Voilà. Techniquement, c'était de l'animatronique. Alors, est-ce que, par rapport au premier clip que vous avez vu, ce premier court-métrage, est-ce que vous avez déjà des questions avant qu'on passe à la suite? Ça a pris combien de temps pour l'avoir? Avec un micro, parce que... Je crois. Alors, Isabelle demandait ça a pris combien de temps. Je crois que en fait, ça a pris, comme tout court-métrage, ça m'a pris 3 ans. Oui, excuse-moi, c'est Ouais. inscrit en fait. Moi, chaque fois que j'ai fait un cours, ça m'a pris 3 ans. Évidemment, c'est pas 3 ans à temps plein. Mais, du coup, que ce soit pour ce court-métrage ou le cours suivant où il va avoir marqué justement effectivement un délai de fabrication comme ça de 3 ans, c'est parce que quelque part les films sont en partie autoproduits et que du coup ils sont fabriqués en équipe réduite. Et donc là on en arrive à du coup une période de fabrication assez longue parce que finalement l'équipe elle est assez réduite et que les graphistes, les techniciens vont cumuler 2 ou 3 postes sur le court-métrage et en plus le faire aussi dans leur temps libre et donc du coup ça s'étale comme ça sur une période un peu plus longue. Quand bien sûr les clips ou les courts-métrages sont mieux financés ou tout simplement financés, effectivement on peut avoir une équipe plus conséquente et bien sûr de réduire le temps de fabrication. Le plateau est immense, par contre, j'ai l'impression, je sais pas, ça a l'air... Le décor, non, c'était pas très... En fait, merci, c'est que c'est bien fait. Non, je sais pas, ça devait faire peut-être 3 mètres, pas plus. Mais voilà, c'est-à-dire que dans mon métier d'avant, j'avais appris à faire un décor en perspective forcée. C'est-à-dire qu'au premier plan, il y a des très gros chars. Au milieu, ils sont en maquette un peu plus petits et au fond, ils sont tout petits. Donc, du point de vue de la caméra, ça donne une perspective très profonde, mais en fait, c'est pas très profond. Voilà. De la lumière. D'autres questions? Alors, on va passer à la suite. Bravo, en tout cas. Bravo, disait Isabelle. Alors, j'ai entendu. Le projet suivant, donc c'est le 2e court-métrage de Thomas. Donc il est venu me voir avec un projet assez ambitieux. Et donc du coup, ambitieux pourquoi? Parce que c'était un mélange de techniques. Là, il fallait tourner en studio. Il fallait tourner avec une motion control, donc c'est-à-dire qu'une grue avec une caméra, et que cette caméra puisse enregistrer les mouvements pour pouvoir les répéter. Et ça, c'était pour pouvoir filmer la maquette principale du vaisseau spatial. Et puis après, il y avait donc toute la partie post-prod, et du coup, ça en faisait déjà un tournage un peu plus compliqué. Et comme aussi bien pour le scénario de Clonox que pour Fleur Bleue, ce sont des scénarios où finalement, là, il n'y a pas vraiment de dialogue. Il y a une histoire, mais il n'y a pas de dialogue. Donc à cette époque-là, on n'était pas arrivé à les préfinancer, donc du coup, ça a été autoproduit. Alors, il a fallu aussi, par contre, trouver des partenaires techniques, et on a trouvé un certain nombre de partenaires techniques qui nous ont permis de faire le film. Aussi bien un studio, qu'aussi bien un partenaire sur la motion control, et aussi un partenaire, un prestataire technique pour la caméra HD. Et donc, sans eux, on n'aurait pas pu faire ce film, et après tout le reste, ça a été la bonne volonté des techniciens en participation pour pouvoir assurer le tournage et la post-production. Donc on va lancer le court-métrage et puis après Thomas pourra nous
expliquer les procédés techniques. Donc après Clonox, en fait, donc qui était des marionnettes en direct, j'avais envie de faire de la stop motion. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi des marionnettes mais qui sont animées en image par image, c'est-à-dire on fait un petit mouvement, un autre petit mouvement, et à chaque fois on prend une image et à la fin ça donne le mouvement général. Et j'avais aussi une autre envie qui était de faire comme ce qu'on voyait dans Star Wars, c'est-à-dire d'avoir des maquettes filmées avec une caméra motion control à l'époque. Donc ça c'était mes deux grosses envies, et donc ce film a réuni ces deux possibilités. J'avais aussi envie de mélanger plein de techniques, donc il y a pas mal de post-prod que j'ai fait moi-même en fait, donc c'est un peu moins bien que si Thierry l'avait fait, mais ça va, ça tient la route quand même. Et voilà, et en fait j'avais aussi choisi de faire un robot parce que le robot je l'ai fabriqué moi-même, et quand on fait de la stop motion en fait ça implique aussi pas mal de mécanique au niveau du squelette pour pouvoir le bouger image par image, et ce qui souvent fait que le personnage sculpté dessus est assez moche en général. Enfin, souvent, moi je trouve que les personnages en stop motion sont pas très bien sculptés. Souvent parce que dedans il y a la mécanique qui est un peu lourde. Et du coup, je me suis dit, en faisant un robot et en mettant la mécanique, enfin les éléments à vue, on pourra avoir ce qu'on veut. Je tiens à remercier Christophe Patou qui est avec nous ce soir et qui a créé tous les designs en fait des avions, des robots de ce film. Voilà. Merci Christophe. Thomas, qui est des designs masculins et féminins, donc un vaisseau qui fasse référence au design du début du siècle, enfin du début du XXe siècle, enfin du 19e, du XXe. Donc avec des designs masculins qui sont très technologiques, on va dire pseudo-effets et très techniques, et des designs féminins qui sont au contraire plus un robot très rond et très esthétisant. Le robot lui-même qui a un design assez masculin. Voilà. Alors on va essayer de trouver le making-of, et sinon du coup, est-ce que vous avez des questions? Avant les questions, on a aussi Virginie qui a servi de modèle à la... Ah oui, je peux parler de ça. En fait, comme je voulais faire comme je voulais tester des choses, le pilote féminin qu'on voit à la fin, au départ, était une comédienne, en l'occurrence Virginie. Et donc on l'a vraiment filmé en train de faire tout ce qu'il y avait à faire. Mais j'ai pas réussi à mélanger le live action, c'est-à-dire la vraie comédienne, dans le décor en maquette. Je trouvais que ça faisait faux, que c'était à côté de la plaque. Et du coup, je me suis rabattu sur un personnage 2D, qui est à la fin fait quand même à partir des photos de Virginie. Voilà. Mais tu ne te reconnais pas beaucoup, hein. Ouais, c'est ça. Alors, elle est pas gentille. Hein. Merci Sylvie. À demain. Merci Thomas.
J'avais beaucoup aimé ce film, mais j'étais toujours très triste à chaque fois en disant « Oh, le pauvre beau, il est tout gentil, avec sa petite fleur bleue, là, comme ça, et PANF !» Vous avez été aussi triste, non? Je suis pas triste toute seule, quand même. Ah oui, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors là, c'est un petit film publicitaire qui est fait pour une résidence de vacances. Et donc là, c'est une commande d'une agence de pub. Donc c'est pour une agence de pub. Et donc là aussi, voilà, il faut répondre aux briefs, il faut faire un storyboard, il faut les rassurer. Et alors ce que je vais faire, ça va être plus simple, c'est que je vais vous lancer ce petit spot publicitaire très court et qui est en pâte à modeler. Et en fait, ce petit film, je crois qu'il dure 8 secondes, je ne sais plus, a été beaucoup diffusé à la télé. À un moment donné, il était diffusé tous les soirs, avant le soir 3 ou quelque chose comme ça. Donc vous allez peut-être dire, tiens, j'ai déjà vu. Voilà. Ça a pris 1 mois à fabriquer le spot de 8 secondes, en fait. C'est ça Le truc de quoi tu dis? Vous avez fabriqué le spot de 8 secondes en 1 mois, c'est ça? Ah, j'ai pas... oui, à peu près, ouais. Parce qu'en fait, il y a déjà, de toute façon, il y a de l'animation image par image, donc c'est très long. Il faut savoir que l'animation image par image, la moyenne, c'est 2 secondes par jour. Isabelle connaît ça très bien, mais elle doit faire au moins elle doit optimiser à fond les ballons. Et moi, je découvrais tout à cette époque-là, donc je pense qu'on n'a pas fait plus de 2 secondes par jour. Et après, il y avait aussi de la post-production, donc voilà. Puis c'est toujours pareil, si après finalement on arrive à optimiser, c'est quand on commence à faire quelque chose sur la longueur ou en série. Et finalement au début, il faut quand même construire les choses, mettre en place, et même du coup sur des choses courtes, en tout cas pour commencer, le ratio est très faible. Et voilà, donc après ce ratio, on arrive à l'augmenter sur la longueur, quand c'est le principe d'une série. Et puis c'est aussi toujours, enfin voilà, quand on travaille pour un client, il y a toujours des allers-retours aussi avec le client, il faut faire valider chaque étape. Et du coup, des fois, on est obligé d'attendre une validation pour passer à l'étape suivante, quand ils ne nous font pas faire des modifs, ou quand ils ne nous font pas refaire des modifs pour revenir à ce qu'on leur avait présenté au début, enfin voilà. Je voudrais juste revenir sur une technique. Quand on dit image par image, je ne sais pas si tout le monde de l'animation connaît l'animation. T'es pas là, mais j'ai expliqué un peu, mais tu peux réexpliquer. Photo, j'aurais des photos. Photo quoi? Quand tu as dit qu'on prenait une image par image. Oui, voilà. Une photo. Oui. Une photo pour juste c'est photo depuis qu'il y a le numérique, parce qu'avant c'était des caméras et un déclencheur souple et on prenait une image de la pellicule à chaque fois. Alors, on va le lancer. On peut éteindre la lumière, merci. Là, vous allez dire tout ça pour ça. On peut éteindre la lumière. Interhome.fr. Des locations de vacances dans 350 stations de ski en Europe, comme s'il en neigeait. Il y a 2 versions, je ne sais pas si c'était les 2 versions, c'était la version hiver. Interhome.fr. 20 000 locations de vacances pour vous poser où vous voulez. Voilà. Surtout dans un process à l'ancienne où il n'y a pas de numérique, on ne peut rien retoucher après le tournage et que modification, oui, la liasse pour l'eau douche, c'est celui-là. Ouais, les épaisseurs, les couleurs. Bah déjà, chaque élément est filmé séparément, donc réimbriqué sur fond. Ah, ok. Je vais bien au clip. Et donc là, c'était un clip pour Mélissa Mars. Et donc à cette époque-là, elle avait quitté son label précédent. Et donc elle avait envie, pour mettre les chances de son côté pour trouver un nouveau label, de pouvoir qu'on puisse lui réaliser un clip par rapport à l'album qu'elle venait d'écrire. Et donc là, du coup,
on a quand même autoproduit ce clip pour Mélissa Mars, avec elle. Et donc là aussi c'était un mélange de techniques, il y avait des prises de vue en studio, et il y avait voilà, tout un mélange de techniques. Alors on va vous montrer le clip. Peut-être dire qui c'est, Mélissa Mars? Une chanteuse. Alors, du coup, elle a fait quelques albums et elle a été l'une des chanteuses, enfin l'une des artistes de la comédie musicale Mozart, qui continue encore à tourner, je crois, qui est resté très longtemps à l'affiche à Paris, et qui continue à faire des tournées en province et à l'étranger. Et là, elle est revenue notamment, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, parce qu'elle vient de faire un clip pour... Ici en ce moment, le site d'action. Voilà, c'est d'action. Alors je vais lancer le clip. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va enchaîner avec le making-of, comme ça, du coup, ce sera plus pratique pour vous parler des techniques employées. Et du coup, juste une petite précision, c'est que comme... Il n'y a pas de making-of. Alors, on va pouvoir parler directement. Oui, les premiers films qu'on a diffusés, c'était Matador Film, c'était la première structure qui faisait donc aussi bien du court-métrage que du clip et du film publicitaire. Et Matador Film, après, du coup, est devenu Bagan Film pour tout ce qui est court, long et documentaire, et Bagara Film pour tout ce qui est les commandes, donc c'est-à-dire le clip et le corporate. Donc, tu vas pouvoir nous parler de la rencontre avec Mélissa. Alors, en fait, Mélissa, c'était le début des réseaux sociaux et il n'y avait pas Facebook à l'époque, mais il y avait MySpace. Et en fait, on s'est rencontrés sur MySpace. Du coup, c'était déjà sympa, quoi, les réseaux sociaux il y a quelques années. Et en fait, elle n'appelle pas ça un clip, en fait, Mélissa. C'est Mélissa, donc, c'est une histoire qu'elle a écrite, qui est en fait, elle appelle ça un conte musical. Nous, on appelle ça un clip, hein, mais pour elle, elle a toute une histoire avec Ox et Xo, les deux amoureux qui sont dans la glace, etc. Enfin, vous pourrez vous parler de ça pendant des heures. Apparemment, je vais aller assez vite. En fait, c'était très fastidieux. Donc, c'est pas de la 3D, c'est que de la 2D. Je voulais encore essayer une autre technique, donc, qui était de l'animation pure et After Effects. C'est-à-dire qu'on a photographié Mélissa, donc toutes les petites poupées, à chaque fois dans la position dans laquelle elles sont. Donc il y a, je sais pas, admettons 15 ou 20, 25 positions différentes. Et j'avais un corps de Barbie
que j'ai aussi photographié dans exactement la même position. Et ensuite, j'ai photoshopé chaque position pour transformer Mélissa en poupée dans chaque position. Et ensuite, ça a été animé sur After Effects, donc c'est assez fastidieux. Enfin, voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Oui, il y a beaucoup d'humour, je trouve. Ça, c'est des choses que vous avez rajoutées, que tu as rajoutées, ou alors c'est elle aussi, quand elle perd la tête, par exemple, le ressort, même quand elle tombe. Enfin... Il y a des choses, ouais, des petites anecdotes qu'on a écrites tous les deux, mais le fond de l'histoire, c'est. Enfin, le conte lui-même, c'est elle. Après, la mise en scène, c'était à deux, mais c'était une collaboration très sympa. En tout cas. C'est bien, il y a l'autodérision. Oui. Au début, finalement, ça fait bizarre, quoi, en fait. Hein. Qu'elle soit vraie, tu veux dire? Oui, au début, ouais. Du coup, c'était voulu pourquoi enfin... Bah parce que on voulait que ce soit elle-même qui se transforme en petite, voilà, en centaine de petites poupées, voilà, tout simplement. C'est difficile, l'alliance. Ouais, c'est pas évident, ouais. Mais c'est toujours, c'est jamais évident parce que moi je suis jamais dans l'hyper-réalisme, donc mes décors n'étant pas hyper-réalistes, il y a toujours un petit décalage, mais personnellement ça ne me gêne pas. Voilà. Chante en anglais et qui a fait donc déjà quelques albums, et donc là c'était notre première collaboration avec elle, et donc pour faire plaisir à Sylvie, au lieu d'appeler ça au niveau des techniques d'animation, dire que c'est un film de marionnettes, nous avons dit que ce sont des techniques mixtes, parce que c'est vrai, et donc du coup nous avons filmé donc des maquettes animées, une marionnette animée à film, donc avec des animateurs qui étaient, donc ça on a filmé ça dans un studio, et donc les animateurs étaient déguisés, habillés en vert pour se confondre avec le fond vert, et donc ce sont des animateurs des Guignols, non pas des Guignols, oui des Guignols, qui travaillent avec Philippe Gentil. Et donc on a filmé ça donc, dans un studio, et on a donc des maquettes pour tous les objets qui sont au premier plan. Et après, donc, tous les décors sont faits en images de synthèse. Donc on va lancer. C'est que j'enchaîne avec le making-of, parce que là cette fois-ci il y a un making-of, ça sera plus parlant. Alors on peut éteindre les lumières. La sculpture, c'est sculpté par Carole Lallemand, la marionnette. On avait fait des photos de Watine en fait à 360 degrés, et elle s'est servi des photos pour sculpter le visage qui en fait ressemble à Watine. Sans vraiment le ressembler, mais... En fait, là, on est chez Manuel Kahn. Voilà les petits ponzons bleus. Donc
en fait elle est faussement animée par des fils, elle est en fait animée avec une technique japonaise qui s'appelle Bunraku. Juste sur le plan précédent, on avait eu Latine, l'artiste, qui filme avec un petit caméscope. Donc le Bunraku, c'est cette technique-là qui permet d'animer avec des tiges. Sauf qu'au Japon, les comédiens, on les voit. Et là, il y a un gros boulot de Thierry pour isoler le bleu. Là, c'était Jean-Louis Paddy. Donc, on a tourné dans son studio et son studio est spécialisé en animation en motion, en stop motion. Qui était coupée au montage. Là on voit la très belle lumière faite de Jean-Louis. And I say, I'm sorry, it's too late. You said you want to pull the strings of my fate. Sorry, no regrets to replace. Donc là, ce sont des arbres en post-production. My body is sick of being the shell of inarticulate words left unsaid. Love could be starting again anytime. Il y a donc la mer qui est en fait une bâche tendue et animée. Donc en fait, on a tout tourné en une grosse journée, enfin une grosse journée de 20 heures, quoi, on va dire. Ce qu'on appelle une grosse journée en clip, c'est effectivement 20 ou 24 heures. Et ensuite, Thierry, je sais pas combien le garçon qui a travaillé le plus sur ce clip est à ma droite. Je sais pas combien de temps tu as travaillé dessus. Un peu plus de 2 mois en fait, 1 mois et demi. Parce qu'il fallait incruster tout ce qui est sur tout ce qui est filmé sur fond bleu, la marionnette, mais le problème c'est que les fils rouges par exemple se font seulement bouffer par l'incrustation. Donc il faut les refaire un par un séparément en post-prod. Puis tous les layers de forêt, on leur demande de calculer les arbres, des éléments, et moi je les mettais en multiplan, c'est-à-dire des forêts, des arbres de différentes tailles pour créer la perspective et la profondeur que j'animais derrière. Donc il y avait une partie aussi de tracking, parce que il y avait moins de caméra, mais qui était finalement assez faible. Tout était en post-production, c'est-à-dire que quand on faisait un déplacement, la marionnette était en film fixe, c'est moi qui la faisais bouger, et tout le reste bougeait simultanément. Comme sur le dernier plan,
où on a vu qu'elle était sur la falaise, par exemple, elle avait été filmée plein cadre, on voyait il y avait un bout de robe qui n'avait pas été filmé, que j'ai pris dans un autre plan, que j'ai détouré, que j'ai recollé sur ce plan-là pour tout faire tenir debout. Enfin, c'était un beau... Oui, c'est un sandwich de plein de layers différents, et avec beaucoup de détourage, parce que le bleu ne s'incruste pas comme ça en un clic. Ça, c'est dans les making-of qu'on montre souvent, mais à l'arrivée, il y a plein de choses qui ne s'extraient pas facilement, et il faut les détourer à la main, image par image, parfois. Et souvent, quand c'est le cas sur des personnages avec des costumes, quand vous bougez, chaque image est différente, parce que chaque pli de costume fait une image différente. Votre détourage, il doit tout le temps évoluer, et ce qui fait qu'on peut passer des jours, des semaines, 2 mois à détourer. Pratiquement, c'est 1 mois et demi à détourer, et pratiquement 1 mois ensuite à compositer les couches les unes sur les autres, en fait. Donc, plus d'autres babioles de retouches. Comme disait Thierry, finalement sur le making-of ça paraît assez simple, mais finalement du coup voilà, c'est pas si simple que ça. Donc c'était filmé, donc l'action principale de la marionnette dans le décor de maquette était filmée en caméra HD, et on a aussi utilisé des prises de vue photo pour pouvoir photographier différents éléments que Thierry pouvait après utiliser pour multiplier ou pour créer les décors en post-production. Tout à fait, et puis il y a aussi les petites retouches, les petits animaux qui sont dirigés sur l'herbe et tenus par des tiges, évidemment, il faut effacer ces tiges à l'écran pour qu'elles aient l'air de bouger toutes seules. Ou lorsque la marionnette était manipulée par les 2 gars avec leur tige, quand la tige passe devant la marionnette, il faut effacer la tige pour qu'elle n'ait pas l'air de bouger toute seule. Une horloge qui tourne, et l'horloge, les aiguilles ne bougeaient pas, c'est juste une vieille horloge qu'ils ont mis. Et moi j'ai refait bouger les aiguilles en mettant en traquant l'horloge, en retrouvant le mouvement que l'horloge a, et en refaisant des aiguilles qui bougent à l'intérieur. Donc ça peut prendre, rien que ça peut prendre 2 jours, 2-3 jours pour ce petit détail de 3 secondes. Mais bon, voilà. Et du coup, puisque du coup dans le making-of était crédité l'équipe technique, mais là justement il y a Elodie Fauvelet qui est avec nous, qui est coordinatrice de production donc à Begara Film, et qui du coup participe à tous les tournages quand il y a une partie du tournage en live. Et il y a Emmanuel aussi qui fait des mains, qui applaudissent. J'ajouterais quelque chose par rapport à... Quoi, c'est de l'animation, c'est ça? On ne va pas rentrer dans ce genre de débat, mais tout à l'heure Thomas et Patrick, on est pour me faire plaisir, parce qu'on a une discussion entre... Qu'est-ce que c'est que le film d'animation? Depuis 3 ans, je crois. Depuis 2 ans. Quelques temps que je connais en fait. En réalité, la première fois où on s'est vu, on s'est engueulé là-dessus. Quelque part, sur justement la définition de l'animation, et je crois que tous les deux on a raison. Et voilà, donc, mais la définition que Sylvie défend est quelque part la définition du CNC. Alors je dirais, si tu veux, mais bon, juste simplement pour dire, pour moi, l'animation, c'est vraiment image par image. Voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des marionnettes, ça s'anime, on les anime. Oui, mais la 3D, pour toi, c'est image par image. Alors, juste avant de rentrer sur la 3D, donc du coup, effectivement, pour beaucoup de gens, et pour la majorité des gens, l'animation, donc effectivement, c'est image par image, comme on fait le dessin animé, comme on fait la stop motion, quand on anime des maquettes image par image. Et pour d'autres personnes, comme Thomas et moi, finalement, quelque part, l'animation, c'est aussi d'animer des corps qui sont inertes, qui peuvent être donc du coup des maquettes, des marionnettes, voilà, et qu'on ne fait pas appel à des animaux vivants ou à des comédiens. Donc pour nous, c'est de l'animation, effectivement. Et maintenant, il se trouve qu'il y a quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est que maintenant, quand on fait les nouveaux dessins animés, ils sont en image de synthèse, et à partir du moment où on commence à employer l'ordinateur, à un moment donné, l'ordinateur ne travaille plus image par image, parce qu'à un moment donné, il y a un point d'entrée, un point de sortie, et quelque part, lui, il fait certains mouvements un peu tout seul, et du coup, c'est un peu comme si on disait que c'était une prise de vue avec une caméra, et plus image par image. Donc maintenant, l'image de synthèse a fait quelque part évoluer cette définition de l'animation image par image. Juste si je peux me permettre, parce que moi, je fais de la stop motion, donc image par image. Moi, je pense que ce qui compte, c'est les personnages qui sont vivants, c'est la grâce. Alors, moi, j'ai envie de dire l'animation est très belle. Oui, c'est l'animation est très belle. Le personnage est très gracieux, etc. Il est vivant, et c'est ça, ce que je disais, rendre la vie à un personnage inerte. Et voilà, ça marche. Donc, moi, c'est finalement...
On parle d'animateurs pour voilà, les personnes qui animent les marionnettes sont des animateurs. Et puis souvent, les créateurs, les graphistes, les réalisateurs d'animation passent souvent d'une technique à une autre technique. Donc à un moment donné, ça peut être du dessin, à un moment donné, ça peut être des marionnettes à fil, ça peut être de la stop motion. Enfin, voilà. Et donc quelque part, les gens qui font aussi bien de l'animation de marionnettes à fil ou à tige que ceux qui font de l'animation image par image sont généralement voilà, assez proches, et quand c'est pas les mêmes personnes, c'est en tout cas ils ont le même univers. Le premier film qui a été fait en animation, l'entrée en guerre d'une locomotive à la guerre de la Ciotat. Mais c'est des images par images qui s'enchaînent, ou même les clients sont partis en courant parce que c'était la première fois qu'ils voyaient des images qui bougent. Effectivement, ils avaient eu peur, ils étaient partis, mais effectivement, la prise de vue réelle, on tourne à 24 ou 25 images secondes, ou à cette époque-là on tournait à un autre nombre d'images, mais c'est la caméra qui du coup les enchaîne, les images, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on appuie sur le bouton, elle va tourner pendant 24 images pour faire une seconde, tandis que du coup, en animation, que ce soit les Walt Disney ou après, comme ce que fait Sylvie, donc de la stop motion. Donc là, du coup, on prend juste, on prend juste une image après une image, et c'est qu'après, quand on les enchaîne, que ça fait ça. Mais sinon, pour le début du cinéma, comme maintenant, c'est à la prise de vue que la caméra fait 25 images par seconde. Donc c'est Debout sur le zinc. Et donc le label, c'est le nom du groupe, hein, Debout sur le zinc. Voilà. Et le label, c'est Atom, qui est un label indépendant qui, année après année, a commencé un peu à quelque part à grossir et à devenir voilà, un vrai label qui donc représente un certain nombre d'artistes. Donc le mieux, c'est de vous lancer. Mais qu'est-ce qui les fait courir, les fait avancer, les oblige à tous se suivre, à se rassurer dans un tourbillon effrayant, et avec elle, ils vont en chantant. Moi je me noie dans un verre d'eau, j'ai sûrement raté un truc, un très gros ballon. Je peux pas les rattraper, si d'aventure je m'y essaye, pour moi c'est la chute assurée. Car je vis comme moi sur un fil, un seul ballon de cils suffit à me faire tomber. Oui, je suis une espèce de fragile, un rien lucide, ambitieux, un égaré. Je n'ai pas les mains dans toi, je ne les lis jamais, je crois que je n'y crois pas, et que je me fais jour après jour aux aléas et aux incidents de parcours. Convaincre les artistes et le label, parce que là aussi, quand on leur dit, ils nous demandent, quand on leur propose un projet de clip, et s'ils ne nous demandent pas d'animation, arriver à convaincre un label et des artistes de leur dire mais on va faire un clip en animation. Donc déjà les artistes ils se disent mais et nous on va y être ou pas, parce que souvent les artistes quand ils veulent un clip, ils veulent aussi malgré tout qu'on puisse les voir en chair et en os. Et donc déjà voilà, donc alors dans certains clips on peut mélanger les techniques, comme on avait vu dans le premier clip de Blancas, où du coup on voit les artistes, donc il y a un playback, on voit les artistes qui chantent sur scène, et où les 3 quarts après du film c'est d'animation. Mais dans un projet comme ça, il a fallu convaincre les artistes quelque part qu'ils n'allaient pas apparaître. Donc là pour eux ça les dérangeait pas de trop, et puis après voilà, il faut arriver à les sensibiliser sur lui. C'est surtout que je crois qu'ils sont 12, et que rassembler les 12, en plus ils sont pas tous à Paris, enfin c'était aussi une des raisons pour lesquelles... C'est une des raisons qui nous a permis de pouvoir effectivement les convaincre. Mais et après voilà, donc toujours pareil, quand on part sur l'animation, c'est pour les gens l'animation c'est bien, mais c'est aussi très large. Donc il fallait voilà, les convaincre sur la direction artistique. Et donc là le concept, quelque part il y a un petit côté Terry Gilliams au niveau de Brésil, au niveau du fond, et la fin du film, il y a un peu quand même pour moi un petit hommage à Michel Frolon, l'illustrateur. Voilà. On va lancer le petit making-of. Énormément de personnes en 3D parce que on s'est dit qu'on n'avait pas passé un filtre, ça, pour matiérer le rendu, c'est des choses qui ne marchent pas toujours très bien.
Alors déjà, si on maintient les textures de la 3D, on rajoute par-dessus on superpose par-dessus des filtres plus des vignettages que Thomas a fait, c'est vrai que ça donne un rendu et un aspect assez, voilà, assez chargé à la fin. Mais hein. Donc voilà, oui, là aussi ça prend du temps, plus parce qu'il y a beaucoup de plans et beaucoup de scènes, tout simplement. Donc parce que j'ai pu animer assez facilement 4-5 personnages qui marchent, des lambdas là, comme on les voit, et après en les dupliquant à l'identique et juste en décalant leur animation plus loin, plus tard, plus tôt, et en modifiant leur trajectoire de déplacement, on arrive assez facilement à faire au moins une cinquantaine ou soixante-dizaine de petits personnages qui se déplacent sans faire appel à des trucs trop compliqués, voire des gestions de foule de personnages, etc. C'est vraiment de la duplication de personnages assez simple à animer, et il y a une méthode d'ailleurs en 3D qui permet de cloner des personnages animés très facilement. Est-ce que vous avez des questions? En fait, 2D&demi, c'est des choses en 2D, mais qui sont mises dans un environnement 3D en fait. Donc c'est des plans, comme si c'était du théâtre à l'italienne, un peu, tu vois. C'est-à-dire que tu peux mettre en perspective plusieurs plans et une caméra. Dans... Oui, ça existe, ouais. Mais ça se trouve, toi t'en as fait dans tes trucs, tu sais même pas, mais ils ont fait de la 2D&demi dans tes trucs, ça se trouve. On faisait de l'étendue de décor, on faisait une porte et un mur et après on peignait tout le bâtiment. Mais de là à le faire en 3D, c'était pas, tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde n'en a pas besoin. Donc en faisant juste une image très travaillée dans Photoshop et en la projetant sur juste un volume très simple, on obtient souvent le même résultat. Au lieu de tout modéliser en 3D, en décor, en volume, on obtient et en multipliant, donc mettre des volumes les uns sur les autres. On appelle ça 2D&demi parce que c'est essentiellement de la texture et c'est juste projeté sur des volumes ou des géométries très très simples. Donc, et combien ça coûte? De ce genre de... Je laisse la parole à mon producteur. Ah, c'est un peu des secrets de fabrication. Enfin, il se trouve que tout à l'heure on parlait au tout début des courts-métrages, et donc finalement il y a, comme maintenant dans le long-métrage, dans le court-métrage depuis tout le temps, il y a quelque part un peu deux niveaux. Il y a les courts-métrages qui ne sont pas financés, donc du coup c'est l'autoproduction. Donc quelque part le budget de ces courts-métrages, qui sont souvent du coup dérisoires, ne reflète pas le vrai coût que ça devrait coûter. Alors après, quand un court-métrage est financé parce qu'il y a eu une aide régionale, parce qu'on a tourné en région, parce qu'il y a eu un préachat d'une chaîne comme France 3, France 2, du coup on se retrouve avec un budget qui n'est pas très confortable, mais qui permet au moins de payer les gens et de fabriquer les choses. Mais comme c'est pas tous les courts-métrages qui sont financés, c'est pour ça qu'on parle aussi de... même des fois, quand on parle d'un long-métrage qui a un petit budget, on va dire oui, on l'a fait un peu avec les moyens d'un court-métrage. Parce que faire des films comme un court-métrage, ou le plus fréquemment quand on fait du court-métrage, c'est un peu le système D, c'est un peu la débrouille, et c'est un peu la bonne volonté de tout le monde. Quand je dis bonne volonté, c'est que la plupart des techniciens sont en participation, ça veut dire qu'ils ne sont pas payés pour les jours de tournage ou les jours de post-production. Et ils ont un contrat de participation, ça veut dire que si le film après a des recettes, ils sont intéressés aux recettes pour espérer avoir retrouver une petite partie de ce salaire. Mais généralement, les gens ne font pas ça du coup à ce niveau-là. Une fois qu'ils s'engagent en participation, ils ne font pas ça pour l'argent. Et voilà, si après il y a de l'argent, c'est tant mieux. Ils font ça pour pouvoir, par passion, parce que c'est le métier qu'ils ont choisi, de pouvoir travailler avec les réalisateurs et les producteurs qui connaissent déjà et de continuer à les accompagner dans cette aventure, ou au contraire, si c'est les premières fois, mais du coup c'est de pouvoir constituer un réseau et c'est des premières rencontres en espérant que derrière il y ait d'autres projets. Donc maintenant, pour revenir à cette question-là, par exemple pour le clip, c'est que jusqu'à il y a quelques années, le clip, il y avait des financements. Un financement moyen était 40 000 €. Enfin, entre 30 et 50 000 € était un financement moyen. Et quand tu dis il y a quelques années, c'était il y a 3 ans, quoi. Non, un peu plus. 4 ans. Moi, il y a 4 ans, il y avait encore des budgets comme ça. Oui, mais à cette époque-là, 30 à 50 000, c'était jusque dans les années peut-être 2005, 2007, 2005-2007, et c'était même vraiment des petits budgets. Et les tout petits budgets à 20 000 €, beaucoup de producteurs ne voulaient pas en faire, de réalisateurs ne voulaient pas en faire. Et la fourchette, pas forcément haute, mais la fourchette moyenne haute, c'était entre 60 et 100 000 €, et c'était quand même bien les 2 tiers de clips. Donc le premier clip que vous avez vu au début de Blancas,
où tout le monde était payé ce qui devait être payé, on était proche des 40 000 €. Parce que derrière, il y avait une journée de tournage, et que derrière, il y avait toute la post-production, et que ça prend du temps, parce qu'il y a eu 2 mois de fabrication, donc il a fallu près de 40 000 € pour payer tout le monde. Depuis que l'industrie du disque s'est effondrée, si ce n'est à cause du piratage, mais c'est que l'une des raisons, même si elle est importante, c'est pas la seule, mais du coup, les budgets ont fondu. D'abord, il y a moins de clips qui se font, mais d'un autre côté, c'est pas la seule raison, parce que maintenant les chaînes de télé ne passent plus de clips, déjà, très peu. M6, qui était une chaîne de clips, n'en passe plus, etc., etc. Les budgets ont fondu, il y a moins de clips et tout ça. Et donc maintenant, 20 000 € est un budget moyen haut, 10 000 €, c'est un budget raisonnable, et il y a un certain nombre de clips, même proposés par des majors, hein, par les gros labels, par Universal, par Warner, qui viennent nous voir avec une fourchette entre 5 et 10 000 €. Ce qui veut dire que si on fait un clip entre 5 et 10 000 €, même 2005, hein, j'ai eu moi. Je parlais déjà des labels. C'est un label. Oui, mais ça c'est une exception. C'est une exception. C'est très simple, entre 5 et 10 000 €. On arrive à payer les gens, on arrive à faire une petite marge ridicule, mais voilà. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi la plupart des clips actuels, c'est juste ça c'est juste le groupe ou l'artiste filmé dans un lieu ou sur un fond. C'est une journée de tournage, point. Voilà, il n'y a plus de création. Il y a beaucoup moins de création, et surtout en France, parce qu'aux États-Unis, il leur reste encore un peu des budgets là-dessus. Et du coup, bien sûr, faire de l'animation avec ces budgets-là, ça devient c'est un peu de la folie. Donc voilà, maintenant, est-ce que les producteurs sont un peu fous pour faire de l'animation à ce prix-là? Oui, on est un peu fous, voilà. Donc pourquoi nous, par exemple, Bagheera Film, on fait ce genre de temps en temps de clips? Ben, tout simplement, c'est parce qu'on aime la musique. Thomas, en tant que réalisateur, aime la musique. Nous, à Bagheera Film, Lionel, mon associé et moi, on aime la musique. Et donc on veut, à notre manière, soutenir les artistes, donc les chanteurs. Et malgré tout, quelque part, ben, on aide un peu les maisons de disques. Elles n'ont pas forcément besoin d'être aidées, mais voilà, elles n'ont plus les budgets, donc nous on les suit. Ça nous permet de continuer à faire du clip et que le clip existe. Et voilà, et puis du coup, c'est tout ça. Je peux répondre aussi à mon niveau, c'est-à-dire que ça me permet, comme vous l'avez vu, les 2 courts-métrages, j'ai mis à chaque fois 3 ans à les faire. Là, c'est plus du 2 mois, 1 mois, 3 mois. À chaque fois, je fais un vrai petit film d'animation. Ça permet quand même cette économie-là, et à moi de tester. Ça me permet de tester des choses créativement, techniquement, etc. C'est ça qui m'intéresse aussi, de ne pas attendre 3 ans pour tester quelque chose, quoi, ou pour tenter quelque chose. Voilà. Effectivement, pour ces clips-là qu'on est en train de montrer, comme pour le suivant, entre guillemets, on ne l'a pas fait vraiment pour l'argent, on essayait surtout de ne pas en perdre, c'était déjà ça. Et du coup, on ne commence pas à regarder le temps qu'on a travaillé, parce que là, si on commence à regarder ça, là, effectivement, on perd de l'argent. Et on essaie juste au moins de rentrer dans les dépenses. Et du coup, ça permet donc, bien sûr, de pouvoir soutenir des artistes et de pouvoir effectivement faire une bande démo du réalisateur. Ça fait que Thomas, après ses 2 courts-métrages, donc il y a eu 2 petites pubs en pâte à modeler, puis il y a un certain nombre de clips. Et à la fin, puisqu'on va se rapprocher de la fin, vous allez voir le projet de long-métrage. Et donc du coup, pour arriver à essayer de monter un projet de long métrage, il faut pouvoir, soit au niveau de la production, et soit surtout au niveau du réalisateur, montrer tout ce que le réalisateur a pu faire avant ce premier long métrage, donc c'est-à-dire des clips et des courts métrages. Riding a black horse in your garden.
avant Gravity. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce clip? En fait j'avais depuis longtemps l'idée de faire une scène spatiale avec des débris, je ne sais pas pourquoi, ça traînait dans la tête. Et du coup, j'y ai inclus ce projet de Watine, dans lequel elle parle de contes de fées aussi. Et du coup, cette White Queen, j'avais envie de la mettre à la dérive dans l'espace et qu'elle se remémore ses années de jeunesse dans un monde un peu idyllique. Voilà. Donc là, ce qui était sympa, c'est qu'on a tourné avec une petite fille, ce que j'avais jamais fait. En extérieur, et du coup il y a eu pas mal de petites maquettes aussi de jouets. Par exemple le château, c'est juste un château de la Belle Bois dormant en jouet que j'ai repeint, qui est à peu près grand comme ça. Voilà. Enfin, il voulait un modèle, ça coûtait trop cher. Voilà, quand j'en ai parlé au producteur. 10 cm. Ouais, c'est ça. Il y avait une petite anecdote là sur ce film, comme il y a une prise de vue réelle. À un moment donné, il y avait un autre personnage, donc ça a été un stagiaire, un gratuit, qui du coup a revêtu on a tourné en plein été, il a revêtu un costume avec une cape, il avait un masque un peu à la Dark Vador, et donc il a fait comme ça une sorte de personnage. De prince noir, un peu un méchant. Voilà, le méchant, donc il a sué. Et pareil, souvent, ce qui m'arrive, c'est-à-dire que le personnage en prise de vue réelle ne m'a pas plu dans l'incrustation des décors. Voilà. Et... Donc il a tourné pendant quelques heures en plein soleil, en train de suer avec une grosse tenue, avec une cagoule, avec un masque. Voilà, il a été coupé au montage. Alors il ne le sait pas. Voilà. Donc, je crois qu'il a dû le voir. Ce sont les aléas. L'album après, c'était son 4e album. Donc là, juste avant de vous lancer le petit clip, toujours produit, enfin c'est toujours par le label Atom. Donc là aussi, ils avaient à la fois qu'un petit budget, ils n'étaient pas contre l'animation, et autre problème, c'est qu'ils étaient très pressés par le temps, et ça tournait au moment de Noël. Donc il fallait arriver à trouver un concept simple, efficace. Et là on a mis 2 mois, mais c'était 1 mois en fait. Oui, parce que du coup il y avait les fêtes de Noël, tout ça, et voilà, donc il a fallu le fabriquer rapidement. Et donc comme l'idée de l'animation en image de synthèse 3D avait été retenue, c'était impossible à faire un vrai film d'animation en image de synthèse, de créer les personnages et de les animer dans un décor. Donc voilà, il a fallu trouver un concept. Je vous laisse découvrir le film. On lance. Dispensable, effaçable, échangeable, altérable, on est jaloux. Une syllabe permutable, grain de sable, oxydable, des pieds de table sans la table, on est jaloux. Malhabile, du pistil, volatile, ustensile, on est jaloux. Une perle au bout d'un fil, des transistors sur les piles, on est jaloux. Bout de miettes, des fourmis, des volutes, des courants d'air dans une cahute. À l'échelle du grand tour, on est que dalle, on est des clous, on est walou, on est walou. On est malgache, on est nada. Infini, décimal, encéphale, à 2 balles, on est un pétale, juste un râle, atonal, infangal, abyssal, on est chuchotis, cliquetis, graffiti, clipotis, on est sushi sans rire, carte de photocopie, haïku, mal compris, on est à l'échelle du grand tour.
fait, elle voulait de l'animation, et moi je lui ai dit, mais en 3 semaines, c'est pas possible. Et du coup, j'ai trouvé ce principe de ce qu'on appelle freestyle, en fait, qui est un temps suspendu, avec juste la caméra qui bouge à l'intérieur, ce qui permettait de ne pas avoir d'animation, enfin juste une caméra animée qui a mis quand même, je crois, 1 semaine à régler. Et de faire juste de la modélisation et de la texture par rapport aux personnages. Je crois qu'ils ont été faits en 1 semaine, moi ils ne me plaisent pas complètement, mais en même temps on n'avait pas le temps de faire mieux. Donc en gros, du coup, les personnages ont été dessinés, enfin ils ont été donc quelque part inventés, ils ont été modélisés en 3D, et donc ça c'était finalement le gros du travail, c'était que cette grosse partie qu'on pouvait se permettre. Et donc après on n'aurait pas pu s'amuser à pouvoir animer chacun des personnages et que chacun ait une action. Et donc du coup c'était ça l'idée du concept, c'était à un moment donné de se dire, ben voilà, l'action est figée, et après c'est la caméra donc, qui va se balader à l'intérieur. Donc ça aussi c'était du travail, mais voilà, c'était 1 semaine de travail pour faire le mouvement à l'intérieur, une fois que tous les personnages ont été modélisés. Mais si jamais il fallait que ces personnages se déplacent et eux bougent ou ont des actions, là dans ce cas-là c'était pas possible de le faire dans le temps qui était imparti. Donc voilà, c'était ça, cet effet-là donc de figer, voilà. Effet qu'on avait vu dans Matrix où à un moment donné, voilà, on tourne autour de l'action. Si vous la connaissez, enfin, ceux qui la connaissent doivent la reconnaître normalement. Voilà, et le principe, le concept en fait, c'était par rapport aux paroles, on est Walou, d'avoir dans une salle de sciences naturelles physiques toute la philosophie humaine chez les enfants, et aussi d'avoir ce principe de la caméra qui découvre, on découvre les scènes et que derrière les choses, il y a encore d'autres choses, des petits gags au fur et à mesure, et pas tout de suite. Voilà. Et quand on parlait tout à l'heure au niveau des artistes qui figurent ou qui ne figurent pas dans le clip, donc là elle savait qu'elle n'allait pas figurer en prise de vue réelle, et donc elle savait qu'elle allait être juste à un certain moment, voilà, elle savait qu'elle allait être à l'ouverture, et elle avait accepté d'être qu'à l'ouverture. Et donc normalement il n'y avait qu'un seul plan séquence. Et du coup, finalement, elle n'est pas revenue sur son idée première, enfin, qu'elle avait acceptée, mais elle nous a quand même demandé, elle et le label, de malgré tout, qu'il n'y ait pas un unique plan séquence et de revenir à 2-3 reprises sur elle, pour qu'on puisse quand même la revoir, qu'on n'oublie pas le personnage principal. Même en marionnette, elle va toujours être vue, les chanteuses, c'est bien connu. Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, la 2D est utilisée au tout début du clip. Là, en haut sur cette image, quand on passe à travers la grille, quand on rentre dans le couloir du manoir, c'est de la pure 2D que Thomas a fait, avec des plaques dans After Effects pure, quoi. C'est pas de la 3D pure, on dira. Donc, voilà. Et du coup, on vous a présenté tout à l'heure Christophe Patou, Thierry Tous, etc. Donc, ce qu'on appelle un peu, voilà, c'est plus des jeunes graphistes, mais on travaille avec des jeunes graphistes. Et il y a une anecdote, si ce n'est sur ce clip, c'est que les jeunes graphistes, certains, c'est un peu maintenant la nouvelle génération, ce qu'on appelle un peu les geeks, avec les jeux vidéo et tout ça, etc. Et ils n'ont pas forcément les mêmes horaires que nous. Alors, bon, bien sûr, nous aussi on se couche tard parce qu'il faut travailler tard, mais eux, c'est pas qu'ils se couchent tard, c'est qu'ils commencent à travailler tard, donc ils finissent dans la nuit, donc à 4-5 heures du matin, quand c'est pas 6 heures. Après, ils dorment beaucoup et ils se lèvent à partir de midi. Mais à partir de midi, il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils émergent, il faut qu'ils mangent. Là, on parle de la personne qui a modélisé les personnages, hein, pas de Thierry. Pas de Thierry. Et donc, du coup, quelque part, ils sont en règle, opérationnels à partir de 14h ou de 15h. Non, enfin, moi j'arrivais le soir chez lui vers 20h et il se réveillait. Hein. Et il prenait soin, il me disait, tu veux un café? Trop les charger. Et voilà, disons que moi là, ce que je parle, c'est un peu en règle générale, là on parle effectivement du cas particulier qui était encore un cas parmi les cas. Et donc à un moment donné, quand on a du coup une boîte de production et qu'on a quand même des horaires réguliers, ça fait que si jamais on se met à leur rythme, du coup nous on commence à 9h ou à 10h, on a commencé notre journée, et puis on entame une seconde journée avec eux qui commence à... C'est ça. En l'occurrence, moi j'arrivais à 8h chez lui parce que c'était la première journée de travail. Voilà. Ouais. Et puis du coup, par exemple, pour celui-là qui était vraiment un peu un cas, il me faisait un peu penser à Gaston Lagaffe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait quand même arriver à se frayer un chemin dans les cartons à pizza, les canettes de bière et tout le reste, le linge sale et tout. Puis à un moment donné, quand on se dit qu'on se mettait au travail, il cherchait sa souris ou sa palette graphique, puis il fallait soulever les cartons à pizza pour arriver à retrouver la palette graphique et tout. Donc
c'est un peu marrant. Au bout d'une semaine, ça commence des fois un peu à user, surtout. Voilà. Mais voilà, on s'accommode. On avait la moindre caméra, on a fait un rendu en deux passes, enfin 2 passes simultanées, c'est-à-dire qu'on avait fait... Ah d'accord, c'est vrai que... bref, on a calculé l'image telle qu'elle, et on a calculé aussi une donnée de profondeur, ce qui permet de rajouter ce flou à l'arrière-plan. Donc pour isoler le premier plan, et se faire comme si on photographiait un objet au premier plan, avec une caméra, et que si tout l'arrière-plan était flou, parce qu'on ne voulait pas dévoiler d'un seul bloc toutes les actions de que tous les personnages, que tous les élèves avaient en même temps, mais les isoler chacun à leur tour chaque fois qu'on passait près d'eux. Et donc, grâce à cet effet de filtre, on pouvait rendre le premier... Ouais, cet effet de profondeur de champ, on pouvait rendre le premier plan net, on s'attardait sur un garçon, on pouvait ne pas voir ou voir à peine discerner de manière floue et très diffuse ce qui était à l'arrière-plan. Donc ça, c'était une fois qu'on a mis au point de procéder, cette manière de travailler, il ne restait plus qu'à lancer le calcul qui a dû prendre, je crois, 22 heures pour tout, d'un seul tenant, tout le plan en séquence en Full HD. Donc il ne fallait pas se tromper le lendemain en voyant le résultat, mais on peut recalculer des morceaux. En passant de l'un à l'autre, on peut recalculer juste la portion avec les gamins, avec les pièces de monnaie, puisqu'on les échappe de l'image, et s'il y a un problème avec ce plan-là, on peut juste recalculer ce petit morceau et raccorder avec la suite du plan quand on fait un plan séquence. Et je pense qu'on passera sur le teaser après. Non. On passera après sur le film d'une heure. Mais après, il y a juste, avant le teaser, il y a juste un autre petit clip. Oui, bonjour. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'animation et j'aimerais bien savoir quel type de logiciel ou programme vous utilisez pour faire la 3D. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs. 3D Studio Max, Maya. Moi, j'utilisais essentiellement 3D Studio Max et After Effects pour la 2D. Là, c'est du Max, par exemple. C'est ce que je maîtrise de mieux. Celui d'après, c'est du Maya. Ouais. Donc, il y a 3-4 logiciels. Ils sont plus ou moins répandus. Max et Maya, je crois, que sont les plus répandus. Après, il y a Blender, qui est un logiciel gratuit qui commence à faire sa place. Et After Effects, c'est assez simple et efficace dans le compositing des éléments. C'est ce qu'il y a, à mon avis, de plus abordable et de plus simple. Surtout pour ceux qui connaissent Photoshop aussi, c'est quasiment pareil. Voilà, c'est assez proche. Le dernier clip avant le teaser du long métrage a dansé du début à la fin du clip. Ah oui, mais bon, faire danser un robot pour l'animer, pour chaque mouvement, tout ça, c'est un peu compliqué. Ah oui, mais on va utiliser la motion capture. La motion capture, c'est juste un truc pour les films d'Hollywood, où du coup, sur un comédien, on lui met plein de capteurs, on le filme, et après, on récupère les informations de ces capteurs dans l'ordinateur pour pouvoir recréer le mouvement. Voilà, donc je dis oui, ben, c'est bien, c'est très bien, d'accord. Oui. Et donc, du coup, encore une fois, il a fallu trouver un peu des techniques, c'est-à-dire que dans le précédent, on parle un peu d'un effet à la Matrix, mais il fallait le faire du coup à notre façon. Et voilà, donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on connaît, enfin, souvent, le réalisateur-producteur, c'est un couple. Et donc, du coup, c'est parce qu'on se connaît que même quand Thomas arrive avec une idée un peu folle, que moi, au début, je dis pas non, je dis oui, j'attends de voir comment on va le faire, tout ça, etc. C'est vrai que tu dis jamais non. Je dis jamais non. Mais au début, je dis jamais dit oui. J'attends juste qu'il trouve un peu la solution. Enfin, je suis déjà convaincu, mais j'attends juste de voir comment ça va être fait. Par contre, c'est pas le cas de ton associé. C'est pas le cas de Lionel, qui lui tout de suite dit non. Voilà. Et donc, alors, parce que dans les producteurs, c'est aussi un couple. Donc nous, c'est Stark et Hutch. Donc il y a le gentil et le méchant. Voilà. Et donc là, moi, je suis le gentil. Donc moi, je dis oui, j'attends de voir. Voilà. Et donc à chaque fois, Thomas est obligé d'essayer d'arriver à trouver quel est le système. Et donc là, ça a été fait, il vous l'expliquera, avec pas une vraie motion capture, mais avec un petit jeu vidéo. Voilà. Je vous passe le petit clip. À l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits. Fais pas ci, n'achète pas ça, mais moi j'ai un espace Renault. Toi j'ai déjà un marron, moi j'ai un prix
frigo high-tech où je peux ranger ses pastèques. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio étanche à l'eau, 3 télé à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi. Un PC pour elle et moi, quand on se Facebook c'est sympa. Un 3e pour la gamine, bah oui quand même c'est plus intime. Une ribambelle de disque dur, en cas de coup dur, car comme dit l'autre, si le lion est froid, c'est le droit d'être le roi des. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et leurs portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a peut-être fait perdre la tête. Comme le temps nous est compté, je vais lancer tout de suite le petit making-of. Bonjour, je suis Thomas Guérigen, je travaille pour Bagarre Film et j'ai réalisé le film des petites nacelles Soyons fous. Alors l'idée de ce clip vient en fait des paroles du refrain qui dit donc la révolution high-tech nous a fait perdre la tête. Et moi je me suis placé dans une perspective future de ces paroles, c'est-à-dire je suis carrément allé au bout de l'idée et de me dire mais si le high-tech gagnait et qu'il y avait une espèce de cataclysme high-tech qui faisait que l'humain disparaissait, et du coup je me suis placé dans un monde post-apocalyptique où seul un des petits robots soit le seul être vivant de ce monde, un peu comme dans Wall-E finalement. La deuxième idée en fait de ce clip est quelque chose que j'avais vu dans un late show américain sur YouTube, je crois, où un comédien, un humoriste mimait, c'était un jeu et il devait faire deviner une chanson à l'audience. Et en fait, il mimait Bohemian Rhapsody et les gens devaient reconnaître avec ses mimes les phrases des paroles et du coup la chanson. Pour faire ces mimes, on s'est dit avec la production que le mieux c'était de faire de la mocap. Alors la mocap c'est de la motion capture, c'est en fait l'idée de prendre un moyen technique en fait, de prendre une comédienne, nous on l'appelle une comédienne ou un comédien ou un mime. Nous on a travaillé avec Anne Tapon qui est une comédienne danseuse et donc on a des capteurs qui vont analyser ces mouvements et ensuite nous on va pouvoir les retransmettre au squelette virtuel du petit robot qui lui est en image de synthèse. C'est mon 4e ou 5e clip je crois avec Bagarre Film avec qui j'ai aussi fait 2 courts-métrages plus un à venir. Voilà, j'espère que en tout cas ce clip vous plaît. On a essayé de faire quelque chose d'un peu nouveau, moi je me suis amusé à le faire et voilà, je remercie en tout cas tous les gens qui m'ont fait confiance. Depuis maintenant 2 ans, on va dire, nous développons un projet de long métrage que Thomas a écrit avec Thierry. Ça s'appelle Troglodytes. Et donc ça, ce sont les planches de recherche au niveau des caractères design. Donc un projet de long métrage, c'est long à monter, surtout en animation. Et donc il y a pas mal d'étapes avant, donc il y a tout ce qui est la recherche et développement, donc la création, la recherche des personnages, et donc il y a bien sûr après l'idée, donc il y a le scénario, donc on a une première version de scénario, après nous sommes partis, on a fait un premier teaser, donc on a monté un tout petit studio pour pouvoir montrer déjà un petit extrait du film. Le premier teaser a été fait avec les personnages qui n'étaient pas encore tout à fait finalisés. Ils sont 3D, mais ils ne sont pas encore totalement aboutis, vous allez le voir le teaser. Et alors après, qu'est-ce qu'on a fait? Grâce à ce premier teaser, on a pu trouver un partenaire, le studio MacGuff, donc qui est un gros studio d'animation qui fait du long métrage, qui a fait des Kirikou, qui a fait pas mal de films, et qui maintenant s'est associé avec un studio américain d'animation d'Universal, et ils ont fait entre autres Moi chez Méchant. Et donc c'est le seul studio français qui en est à son 3e film 100% américain, mais 100% fabriqué en France. Le premier teaser. Aïe de la terre,
Barcelone. Un peuple étrange. Ne rentre pas tard, demain il y a école. Regarde, le Cravax d'or. Une cravache quoi? Là, avec cet engin, on est sûr d'avoir vu rien. Ah bien sûr, on fera plus cette poil, ouais. Ça s'appelle un premier prix de géologie. Ah, tu crois? Une aventure fantastique. On est complètement perdu. Encore une espèce inconnue des sous-mondes. Vous savez que moi, grâce à ma grande connaissance des sous-mondes, je peux vous aider à rentrer chez vous. C'est quoi ça? Un monde à sauver. Mais qui c'est ceux-là? Ils sont pas super sociables, non? Vous avez dit que vous habitiez où déjà? À Troglodyte. Ah oui, c'est ça, mais j'avais pas... Troglodyte, le voyage des profondeurs. Je tiens à dire que... Merci. Je tiens à dire que vous ne le reverrez plus jamais, ça. C'était vraiment juste pour vous, parce que donc c'était une étape de travail qui nous a permis à nous, c'était un truc bricolé avec qu'on a fait à deux ou à quatre, avec deux étudiants aussi, mais qui nous a déjà permis de trouver un partenaire, puisque MacGuff, avec des designs qui n'étaient pas ceux que vous voyez à l'écran là, qui étaient d'autres character design. Ce qu'on appelle character design, c'est le dessin des personnages. Ils ont changé. Ils ont évolué. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire aussi. Alors du coup, avant de repasser par le temps qui va aussi vous expliquer un peu l'histoire, dans le premier teaser, ce qu'on a voulu surtout faire, c'est un peu montrer l'univers du film. Donc comme ça allait être un film en image de synthèse, donc avec des personnages 3D, on s'était dit, on a pris le parti pris de malgré tout modéliser ces personnages. Donc on a modélisé les personnages, et donc ils sont modélisés, et ils existent, tout ça, mais on n'avait pas pu aller assez loin dans la recherche du personnage, ou dans la modélisation, on n'a pas pu le faire de façon quelque part définitive. Et ce qu'on avait voulu, c'est un peu montrer différentes petites séquences pour montrer un peu les différents décors et arriver à montrer, disons, de quoi allait parler l'histoire, que ça allait être une aventure, une quête initiatique avec un petit garçon, une petite fille. Donc après Thomas va nous en parler, ce sont des tops. Et voilà. Et donc de montrer un peu l'univers du film. Et après, du coup, une fois qu'on a fait ce premier teaser, qu'on a commencé à trouver, donc si ce n'est MacGuff comme partenaire, on s'est du coup attaché à pouvoir aller un peu plus loin dans la recherche graphique des personnages. Et donc du coup, MacGuff, on aurait pu le faire nous-mêmes. Pour commencer cette collaboration avec MacGuff, on leur a dit, du coup, donnez-nous, vous, un character designer, donc un dessinateur de personnages. Et du coup, ils nous ont donné un de leurs dessinateurs pour qu'on commence cette collaboration avec eux. Et ce dessinateur donc, a pu faire progresser voilà, les personnages. Donc là, on a au milieu donc, un personnage du coup, qui est dans sa forme un peu plus définitive, mais en dessin. Et après, autour, on a les personnages qui du coup sont finalisés. Voilà. Et donc, quelque part, puisque là on reconnaît, on avait en haut à droite Oren, qu'on a dans le teaser, on voit tout à fait que du coup son graphisme donc, voilà, a évolué. Donc là maintenant Thomas va nous parler un tout petit peu du sujet du film, mais très rapidement. Très rapidement, en fait, c'est une histoire qui se passe donc au centre de la Terre, qui m'a été inspirée par Jules Verne. Et j'ai imaginé qu'au centre de la Terre, il y avait un peuple qui habitait, qui était un peuple de Trogs. Alors les Trogs, qu'est-ce que c'est? C'est des descendants de taupes. Et ce sont des taupes qui ont évolué jusqu'à devenir très intelligentes et bipèdes. Et qui en sont à une ère industrielle. Et qui vivent donc au centre de la Terre et qui n'ont même pas l'idée ou la conscience qu'il y a une surface. Donc ils vivent là et en fait il y a deux jeunes Trogs, Oren et Kara, qui vont vivre une aventure initiatique, rencontrer plein d'autres personnages, des dangers, etc. Dans ces profondeurs de la Terre. Voilà. Et donc du coup, depuis ce premier teaser, donc, et après, une fois qu'on a travaillé sur, on a commencé à entrer dans ce qu'on appelle le développement financier du film, donc de chercher après des partenaires financiers.
Et entre autres, on a été sélectionné au Cartoon Movie, qui est un carrefour de production européenne uniquement consacré au long métrage d'animation, donc à Lyon. Et on a été donc sélectionné, notre projet a été sélectionné parmi d'autres pour présenter notre travail dans l'espoir de pouvoir trouver des partenaires. Et donc là, pour ce Cartoon Movie qui était en mars, on a fait un autre petit teaser. Donc là, il a fallu le faire aussi très rapidement, il est très court. Et du coup, les plus courts, ils ne montrent pas donc tout l'univers du film, mais on retrouve au moins le caractère design des personnages. Je vous le montre. C'est la version sans son. C'est sans son. C'est la version sans son. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu viens d'ordi ou de... Je vais la remettre. Vous avez l'ordi? Oui, on l'a, c'est juste